Tomorrow I'm on television. You remember I told you about it? The Dazzling Hour? Oh, here comes another one! Elle était la blonde la plus connue de l'histoire et l'icône du sexe par excellence à Hollywood, attirant même un président américain. Beaucoup de gens comparent l'ascension de Marilyn Monroe vers la célébrité à un conte de fées de Cendrillon et sa vie continue de servir de base à de nombreux films. Pensez-vous que Marilyn Monroe est la plus grande icône de beauté de tous les temps? Tapez 1 si vous êtes d'accord ou 2 si vous pensez le contraire. Mais est-elle vraiment heureuse derrière ce sourire mignon et adorable? Sa vie a été marquée par de multiples fausses couches, une toxicomanie, des humiliations de la part des producteurs, des agressions sexuelles et 3 divorces. Et ce n'est pas tout. Marilyn Monroe a eu une existence mouvementée, pleine de hauts et de bas, d'événements terribles et de mystères. Toute l'histoire de cette dame remarquable et ses derniers émaux nous seront révélés aujourd'hui. Née Norma Jean Mortenson à Los Angeles le 1er juin 1926, la future célèbre Marilyn Monroe a connu une enfance mouvementée. Même si Gladys Pearl Baker, sa mère, travaillait dans le secteur cinématographique, on ignorait pendant de nombreuses années qu'elle était le père de Norma Jean. Bien qu'il figure sur l'acte de naissance, le deuxième mari de Gladys, Martin Mortenson, n'était pas le père biologique. La vérité n'a été découverte qu'après qu'un test ADN ait été effectué en 2022 pour le documentaire Marilyn, Her Final Secret. Le véritable père de Norma Jean était le collègue de Gladys, Charles Stanley Gifford. Jeune femme qui aimait sortir et faire la fête, Gladys n'était pas faite pour être mère. Son ex-mari lui avait volé ses 2 enfants précédents et elle ne voulait pas revivre cela avec son 3e. Sur les conseils de sa mère, Gladys a placé Norma Jean, âgée de 2 semaines, en famille d'accueil chez Ida et Albert Bollender, un couple fervent. Norma Jean a été élevée par les Bollender, stricts et orthodoxes, qui interdisaient également tout divertissement, y compris les films, qu'ils considéraient comme immoraux. Malgré cette parentalité serrée, Gladys n'a pas complètement abandonné sa fille. Malgré la distance, elle reste proche de Norma Jean, en lui rendant régulièrement visite le week-end et en payant ses soins. Norma Jean ne connaissait que la tante Ida, austère et distante, donc passer ces quelques heures par semaine avec sa mère était un changement bienvenu. Norma Jean avait grandi dans une famille très religieuse, mais le mode de vie de Gladys était tout à fait différent. La petite enfant était coincée entre 2 mondes extrêmement différents, ce qui la rendait confuse. Durant cette période, le seul compagnon de Norma Jean était Tippy, un chien errant. Les Bollender lui laissèrent le garder et il devint son fidèle ami. Cependant, la joie de Tippy fut de courte durée puisqu'elle fut abattue par un voisin pour aboiement excessif. Après avoir perdu son animal de compagnie, Norma Jean était bouleversée et a pleuré pendant des jours. Sa fille fut bientôt emmenée vivre avec Gladys. Il ne s'agissait cependant pas d'un instinct maternel spontané. Gladys voulait un enfant afin d'être éligible à un prêt pour acheter une maison à proximité du fastueux Hollywood Bowl. Norma Jean a été encore plus exposée à un monde bien différent de celui de son enfance protégée lorsqu'elle a loué des appartements à des actrices en faillite afin de récolter des fonds. Contrairement à la désapprobation des Bollender à l'égard des films, Norma Jean se retrouve dans un nouveau décor où elle est entourée de cinéphiles. Une photographie de Charles Stanley Gifford, l'homme que Gladys prétendait être son père biologique, a été montrée une fois à sa fille. Le besoin d'affection paternelle de Norma Jean, qui influencera ses interactions avec les hommes pour le reste de sa vie, était symbolisé par cette image. Norma Jean vivait avec sa mère, même si elle était souvent seule. Gladys a combattu ses propres problèmes alors qu'elle éprouvait des difficultés à l'école et se sentait abandonnée. Étant donné les antécédents familiaux de maladies mentales, Gladys avait peur de suivre leurs traces. Cette anxiété, combinée à la tension d'être un parent célibataire, a provoqué une dépression psychologique en 1934. Avant l'arrivée des flics, Norma Jean, 8 ans, a vu un jour sa mère crier et donner des coups de pied dans une scène horrible. La dame a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde après avoir été amenée dans un centre de santé psychiatrique. Sans aide, Norma s'est retrouvée une fois de plus sans abri. Elle a parlé dans ses propres mots de l'influence que ces événements ont eue sur sa vie. Incohérence dans l'affection et l'inquiétude. Le résultat fut une peur du monde et une méfiance à son égard. Elle a surmonté ces obstacles pour cultiver un fort sentiment d'empathie envers les faibles, sachant ce dont ils ont besoin. Grace, une amie et collègue, est intervenue lorsque Norma risquait d'être placée dans un orphelinat. L'enfant était chéri par Grace, qui la traitait comme sa fille. Elle a présenté Norma à l'industrie cinématographique et a favorisé son désir de poursuivre une carrière d'actrice. Norma a été initiée aux frissons et à l'excitation du secteur du divertissement grâce à Grace. Mais pour la petite Norma, les choses n'ont pas toujours été faciles. Ils ont dû envisager de renvoyer Norma dans un orphelinat puisque la vie de Grace a changé à cause du mariage et des difficultés financières de son mari. Grace a lutté contre cela,
Mais Norma a enduré les moqueries des autres enfants et une autre trahison douloureuse d'un adulte. En plus des premières agressions sexuelles qu'elle a subies, ce bouleversement émotionnel a laissé à Norma de graves cicatrices psychologiques. Elle a caché des informations sur l'incident lui-même et, à mesure qu'elle devenait plus âgée et plus connue, a appelé l'homme en question, Monsieur Kimmel. Grace a pu obtenir la garde de Norma quand elle avait 11 ans, malgré les difficultés. Mais cette nouvelle sécurité a été mise en péril lorsqu'Irwin, le mari de Grace, a tenté de s'introduire par effraction dans la chambre de Norma alors qu'ils étaient seuls avec l'intention de l'abuser sexuellement. Lorsque Grace a appris la vérité sur l'agression de Norma, elle n'a pas réussi à lui fournir l'aide qu'elle avait espérée. Pour rendre la situation encore plus traumatisante, Grace a plutôt accusé Norma d'avoir incité son mari. Cette expérience a aggravé le bégaiement de Norma et elle a lutté contre ce problème pendant des années. Malgré tout, Norma a continué à communiquer avec sa mère et a parfois envoyé de l'argent à sa nouvelle soignante. Lorsqu'un parent a trompé Norma pour qu'elle ait une relation intime vers 1938, elle s'est retrouvée dans une autre situation bouleversante. Elle se sentait si seule et dans une grande agonie puisqu'elle n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. À cette époque, Norma dépensait souvent tout son argent en billets de cinéma parce qu'elle y cherchait du réconfort. Elle aimait à quel point les films étaient magiques et elle espérait être un jour dans un film et rendre les autres heureux. Elle a continué à chercher des possibilités dans le secteur du divertissement en raison de son objectif. Les sœurs ont commencé à communiquer toute leur vie lorsque Norma a été ravie d'apprendre qu'elle avait une demi-sœur aînée nommée Bernice. Cependant, elle a épousé son voisin James Dougherty à l'âge de 15 ans en raison de la pression sociale qui l'a poussé à quitter les tuteurs et l'orphelinat. Malgré l'absence de sentiments amoureux intenses dans leur relation, le mariage lui a procuré un sentiment de sécurité et de liberté. Entre-temps, Norma Jean tentait de s'habituer à son nouveau rôle de jeune mariée. Ce n'était cependant pas tout à fait ce qu'elle avait espéré. Ses objectifs d'actrice semblaient de plus en plus éloignés à mesure qu'elle était mariée à James. Cependant, tout a changé pendant la Seconde Guerre mondiale. James s'est enrôlé dans la marine marchande tandis que Norma Jean, assistée de sa belle-mère, a obtenu un emploi dans une usine locale produisant du matériel de guerre. C'était près de chez moi, mais ce n'était pas très chic. Après la visite de David Conover, photographe militaire, à l'usine, la vie de Norma Jean prend une tournure surprenante. Alors qu'il photographiait les employés pour un magazine, la beauté de Norma Jean a immédiatement retenu son attention. Il a pris une photo d'elle et a pensé avoir découvert quelque chose d'unique en voyant le résultat. Il l'a persuadée de devenir mannequin après son retour à l'atelier. Norma Jean était aux anges, enfin quelqu'un avait vu son talent. Elle a commencé le mannequinat après avoir quitté son emploi dans une usine. Cependant, contrairement à Cendrillon, ce ne fut pas une réussite instantanée. C'était un défi et elle a dû faire face à une concurrence féroce de la part de milliers d'autres mannequins potentiels. Après que Conover ait pris de belles photos d'elle, elle a pu obtenir un contrat avec une agence de mannequins de Los Angeles. Malgré son manque d'expérience, en tant que mannequin, elle tenait absolument à réussir. Elle étudiait les positions et les expressions faciales pendant des heures. Peu de temps après, des publications à travers tout le pays ont commencé à publier ces images. Selon une photographe, Eve Arnold, qui deviendra célèbre pour ses images de Marilyn Monroe, Norma Jean avait un don pour la photographie. Elle a toujours réussi à réaliser la photo idéale en la travaillant. L'époque où Norma Jean s'est décoloré les cheveux en blond, c'était lorsqu'elle était mannequin. Ses agents avaient raison de croire que cela l'aiderait à obtenir des emplois supplémentaires. Elle a essayé 12 couleurs de blonde différentes avant de choisir son style caractéristique et peu de temps après, ses images sont apparues dans des publications à travers tout le pays. Mais pour elle, le mannequinat ne suffisait pas. Le grand écran restait le rêve de Marilyn. Son agent l'envoya essayer un rôle à la 20th Century Fox en 1946 et ils l'adorèrent. Qu'elle travaille ou non, le studio lui a signé un contrat comprenant un paiement hebdomadaire. Ben Lyon, le directeur du casting du studio, a toutefois souhaité s'entretenir avec Norma Jean avant de signer sur la ligne signée. Son nom, lui dit-il, ne convenait pas à une star de cinéma. Après avoir examiné de nombreux noms, Lyon proposa Marilyn, citant une actrice familière qui lui faisait penser à elle. Norma Jean a choisi de s'appeler Monroe, le nom de famille de sa grand-mère. Marilyn Monroe est née en un instant. Entre-temps, son mariage avec James échouait. Un mariage et une famille conventionnelle étaient ce qu'il désirait. Marilyn, cependant, avait des aspirations plus élevées. Elle a signé son contrat de studio en 1946, l'année même de leur divorce. Marilyn avait un pied dans la porte d'Hollywood, mais elle devait encore faire face à la peur de la scène. L'actrice qui aspirait à devenir une star avait peur de la caméra. Pour le reste de sa carrière, elle sera tourmentée par la peur de se tromper. Marilyn, cependant, avait une forte volonté de réussir.
Elle a étudié le théâtre, la danse et le chant, et elle laisse même monter à cheval. Elle aspirait à être plus qu'une jolie fille. Son objectif était de devenir une actrice accomplie et respectée. Malheureusement, aucune nouvelle offre n'était disponible et son contrat avec Fox était sur le point d'expirer. Il s'est avéré qu'elle n'était détestée que par le directeur du studio, Daryl Zanuck. Elle n'était pas assez douée pour les drames sérieux, ni assez attirante pour les comédies légères. Il ne considérait pas Marilyn comme le genre d'actrice à succès qu'il souhaitait. Le contrat de Marilyn avec la Fox expira en 1947 sans être renouvelé, révélant la dure réalité de l'industrie cinématographique. Elle n'était que l'une des nombreuses jolies femmes en compétition pour attirer l'attention dans un domaine acharné. Déçue, elle retourne quelque temps au mannequinat, mais sa passion reste le théâtre. Marilyn a réalisé qu'elle devait suivre les normes d'une industrie dominée par les hommes si elle voulait faire un retour dans l'industrie cinématographique. Elle a commencé à entretenir des relations avec des hommes puissants dans le domaine dans l'espoir qu'ils l'aideraient à trouver un emploi. Même si elle n'a pas vraiment apprécié le chemin parcouru, elle tenait absolument à réussir. Marilyn écrira sur cette période de sa vie dans un essai intitulé « Wolves I Have Known ». Des années plus tard, la campagne $MeToo a été annoncée par sa condamnation du harcèlement sexuel omniprésent à Hollywood. Dans une société qui ne la considérait que comme un objet, Marilyn se considérait comme une femme luttant pour le respect. Marilyn entretenait une relation avec le producteur Joseph Schenck, qui avait plus de 50 ans son aîné. Elle a emménagé avec lui et a même vécu dans sa maison d'hôte, devenant ainsi sa maîtresse. Mais aucun de ses riches amis n'était intéressé à faire avancer la carrière de Marilyn. Alors Schenck la partageait souvent avec eux. Elle était simplement un autre joli visage à leurs yeux. Les échecs n'ont pas arrêté Marilyn. Elle a soigneusement étudié le théâtre, passant des heures chaque jour en cours. Le photographe chevronné Ben Lyon, qui se souvient de la déclaration de Marilyn selon laquelle elle travaillait dur pour se préparer aux opportunités, a été étonné par sa ténacité. Finalement, c'est arrivé. L'influence de Schenck aida Marilyn à obtenir un contrat de 6 mois avec Columbia Pictures en 1948. Des cheveux blonds platine et un style plus fastueux ont complètement changé son image. Natasha Leites, instructrice de théâtre, est également devenue une figure maternelle pour Marilyn alors qu'elle étudiait sous sa tutelle. Grâce à ce mentorat, Marilyn a reçu une direction et des encouragements indispensables, alors qu'elle continuait à affronter le difficile paysage hollywoodien. Au cours des 6 années où ils ont collaboré sur 22 films, la croissance de Monroe en tant qu'acteur a été grandement facilitée par Natasha Leites. Au début, Monroe avait du mal avec sa technique. Cependant, sous la tutelle de Leites, elle a affiné ses capacités et surmonté ses problèmes d'élocution et de voix. Leites aurait appris à Monroe à chuchoter, tandis que d'autres pensent que c'était le résultat de son bégaiement antérieur. Monroe a constamment poursuivi son auto-éducation pour développer son propre style en dehors de ses collaborations avec Leites. Un livre intitulé « The Thinking Body » lui a enseigné ses compétences en langage corporel, notamment comment peaufiner sa démarche en visualisant une corde venant de son haut et attachée à un nuage. Elle a captivé l'équipe du film par sa promenade élégante dans la scène du long plan à Niagara, par exemple. Fred Karger a enseigné à Monroe comment chanter chez Columbia Pictures en même temps. Elle a développé des difficultés de confiance en raison de l'échec de leur relation, malgré son amour pour lui. Incapable de trouver un emploi, Monroe a trouvé un rôle dans la comédie musicale à petit budget Ladies of the Chorus, ce qui n'a malheureusement pas aidé sa carrière. Les vulnérabilités émotionnelles et les difficultés financières de Monroe l'ont rendue vulnérable aux abus. Après avoir frôlé le viol lors d'une rencontre avec 3 hommes, elle s'est retrouvée dévastée, humiliée et sans le sou. Une séquence de photos de nus qui aurait finalement une grande influence culturelle a été créée lorsqu'elle a rencontré le photographe Tom Kelly en 1949 et a accepté son offre d'une séance photo payante. Le vice-président d'une agence de théâtre, Johnny Hyde, et Monroe ont commencé à se fréquenter pendant cette période mouvementée. Leur collaboration la conduirait finalement à devenir un nom connu et à créer l'une des images les plus célèbres et les plus emblématiques de l'histoire américaine. Johnny Hyde est devenu le plus grand partisan de Marilyn après être tombé amoureux d'elle. Dans le but de rehausser son apparence déjà magnifique, il a même pris des dispositions pour qu'elle subisse une opération du nez et d'autres traitements. Il a également décroché ses rôles dans les films nominés aux Oscars, The Asphalt Jungle et All About Eve. Ces rôles ont finalement rendu Marilyn célèbre, suscitant l'intérêt des spectateurs et des producteurs. Marilyn a accepté un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox en 1951, qui lui versait un salaire hebdomadaire respectable. Son attitude attachante et son sex-appeal naturel lui ont permis de décrocher de nombreux rôles comiques. Les médias se sont extasiés sur elle, la qualifiant de décoration du film.
Marilyn est devenue très célèbre et a même présenté la 23e cérémonie des Oscars. Cependant, quelqu'un a découvert ses précédentes photos de nu au moment où sa popularité montait en flèche. Le studio était terrifié à l'idée que sa carrière soit détruite par cet incident. Ils ont dit à Marilyn de mentir sur tout. Cependant, Marilyn, qui a toujours été une renégat, a eu une autre idée. Au cours d'une interview, elle a courageusement reconnu les images et a raconté l'histoire d'une actrice en difficulté et ayant cruellement besoin d'argent. Le public a bien réagi à son ouverture d'esprit et à sa sensibilité. Et, contre toute attente, la polémique n'a pas nui à son image. En effet, cela a consolidé sa réputation d'icône du sexe et de pionnière pour les femmes sûres d'elle. Ces photos nues, identiques, ont été incluses dans la première édition du magazine Playboy en 1953. Les images ont été achetées pour $500 par Hugh Hefner, le créateur du magazine. Cependant, Marilyn n'a pas reçu d'argent. Hefner s'est ensuite senti mal de ne pas lui avoir exprimé directement sa gratitude, car ces photos auraient fait de Playboy une sensation mondiale. La romance de Marilyn avec Johnny Hyde s'est terminée alors que sa renommée ne cessait de croître. Marilyn a surpris Johnny Hyde en déclinant sa demande en mariage. C'était bien de s'amuser avec le séduisant producteur, mais c'en était trop d'épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas vraiment. Elle a été offensée par le rejet et Hyde lui a dit que sa célébrité diminuerait sans lui. Marilyn, cependant, était déterminée à le réfuter car elle était habituellement obstinée. Pendant ce temps, elle cherchait Charles Stanley Gifford, son père biologique. Elle trouva son numéro en 1952 et l'appela avec appréhension. Cependant, il l'a snobé et lui a dit d'appeler son avocat, brisant ainsi ses rêves. Marilyn était dévastée et se sentait une fois de plus abandonnée à cause de ce rejet. Mais Marilyn était une guerrière. Elle se releva, déterminée à montrer qu'elle était plus qu'un magnifique visage. Premièrement, se persuada-t-elle, j'essaie d'établir mon humanité. Après cela, j'ai pu me persuader que je suis acteur. Ses rôles principaux dans des films comme Clash by Night, Don't Bother to Knock et Monkey Business ont rapidement suivi. Daryl Zanuck, le directeur du studio, a continué à la considérer comme une simplette malgré sa célébrité montante et a continué à la placer dans des rôles qui reflétaient cette perception. La foule a adoré la façon dont Marilyn a dépeint la tête aérienne séduisante et chercheuse d'or. Marilyn était cependant irritée. Elle aspire à des postes plus exigeants qui lui permettraient de démontrer tout son potentiel. Marilyn était dans une situation difficile. C'était un sex symbole et elle le détestait. Elle a développé le personnage de Marilyn Monroe si minutieusement qu'elle a commencé à y croire elle-même, mais elle a parfaitement interprété le rôle. Son combat pour être reconnue comme une véritable actrice a persisté. Et elle était une femme aux multiples facettes, à la fois puissante et fragile. Elle a finalement commencé à obtenir des rôles plus importants, comme la femme fatale à Niagara. Même si ce rôle marque un tournant professionnel, elle doit néanmoins faire face à des discriminations. Cela vous semble-t-il étrange qu'elle reçoive un salaire inférieur à celui de la maquilleuse du film ? Elle a continué à travailler avec un contrat obsolète qui lui rapportait un revenu dérisoire malgré sa renommée croissante. Mais les choses s'amélioraient. Pendant le tournage de Niagara, Marilyn a découvert qu'elle avait été choisie pour jouer dans la comédie musicale Gentlemen Prefer Blonde, ce qui allait consolider sa place de légende hollywoodienne. En témoignage de sa célébrité montante à Hollywood, Marilyn s'est vue accorder sa propre loge pendant le tournage de Gentlemen Prefer Blonde. Cependant, la célébrité s'accompagnait de pression et Marilyn avait peur de se tromper devant ses costards plus expérimentés. Elle faisait souvent attendre tout le monde car elle arrivait tôt et partait tard. Seule Jane Russell, sa costard, pouvait parfois la faire sortir de sa caravane. Malgré leur lien positif, le stress est apparu lorsque Marilyn a découvert que Russell recevait la somme incroyable de $200 pour le film, alors qu'elle ne recevait que $500 par semaine. Le studio a même envisagé de doubler les lignes de Marilyn car il n'aimait pas sa voix. Heureusement, ils ont hésité et un autre chanteur vient de doubler 2 courts passages de la chanson bien connue Diamonds Are a Girl's Best Friend. Le retard de Marilyn a persisté alors qu'elle travaillait sur le tournage de Comment épouser un millionnaire. Selon le réalisateur Jean Negulesco, elle prenait régulièrement des heures pour s'habiller avant le tournage. Cependant, son pouvoir est devenu évident dès que la caméra a tourné. Lorsque les 2 films sortirent en 1953, ils furent de grands succès et la renommée de Marilyn atteignit des sommets sans précédent. Cependant, sa vraie vie était tout aussi dramatique que son personnage à la télévision. Elle a épousé l'icône du baseball Joe DiMaggio en 1954, mais ils ne sont pas restés longtemps ensemble. DiMaggio, envieux et conservateur, voulait que Marilyn soit une femme au foyer conventionnel. Cependant, Marilyn avait un esprit libre et un fort désir d'autonomie et d'exploration. Malgré les premiers efforts de Marilyn pour plaire à son mari, notamment en apprenant à cuisiner, leurs désaccords ont finalement provoqué des conflits. L'agacement de DiMaggio face au symbolisme sexuel de sa femme et aux controverses autour d'elle s'est accru.
Pendant le tournage de la grande scène emblématique du métro de The 7-Year Itch, leur tension a atteint un point d'ébullition. La robe blanche de Marilyn a soufflé dans les airs, envoyant des centaines de photographes et de passants dans une frénésie. DiMaggio était furieux en voyant le scénario lorsqu'il est arrivé sur le site. Le conflit entre la profession fastueuse de Marilyn et la morale conventionnelle de son mari a été symbolisé par cet événement célèbre. Leur relation a ensuite pris une tournure radicale et ils ont divorcé 9 mois plus tard. Marilyn et la 20th Century Fox ont eu une relation tendue après le grand événement du métro et le divorce qui a suivi. Elle en avait assez du manque d'autonomie et de la faible rémunération de ses responsabilités. Leurs différends furent si vifs en 1954 que Marilyn fut mise en congé. Marilyn, néanmoins, n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle et le photographe Milton Green ont fondé leur propre société de production lorsqu'elle a quitté Hollywood pour New York. Elle n'était qu'un joli visage dans la profession, alors tout le monde a été surpris par sa décision audacieuse. Cependant, Marilyn tenait absolument à les réfuter. Elle et Fox entamèrent une lutte judiciaire d'1 an en janvier 1955. Marilyn était très différente dans les coulisses de la blonde naïve qu'elle incarnait à la télévision. Les œuvres classiques de Tennessee Williams et de F. Scott Fitzgerald figuraient parmi les plus de 400 volumes de sa collection personnelle. Les écrits intellectuels de Platon et d'Aristote, ainsi que Scott Fitzgerald. Elle lisait beaucoup et cherchait toujours à apprendre de nouvelles choses pour compenser son manque de scolarité formelle. À l'UCLA, Marilyn a même suivi des cours du soir de littérature et d'art. Elle choisissait les livres d'une manière particulière. Elle les choisirait au hasard et les achèterait si elle aimait un certain paragraphe. Elle avait bien plus qu'un simple visage magnifique, comme le montre la photo bien connue d'elle, lisant l'œuvre complexe de James Joyce, Ulysse. Elle portait un masque en public, selon son ami le poète Norman Rostand. Mais en privé, elle cherchait toujours des réponses dans la littérature et dans la vie. Elle avait un sens aigu des formes complexes et une passion pour la poésie. Elle expérimente également la peinture elle-même, réalisant des dessins érotiques qui seront finalement mis en vente. Marilyn avait un côté plus profond qui était parfois négligé derrière le flash et le glamour d'Hollywood, mais son désir d'apprendre et de s'exprimer artistiquement le montrait. C'était une femme aux multiples talents, une personne complexe et multidimensionnelle qui résistait à être catégorisée par des classifications. La carrière de Marilyn a pris un tournant radical en 1954 lorsque la 20th Century Fox a décidé de ne pas prolonger son contrat à l'expiration de celui-ci. Marilyn est devenue déprimée après avoir pris conscience des dures réalités de la profession. Cependant, elle n'a pas abandonné facilement. Alors qu'elle planifiait son retour dans l'industrie cinématographique, elle reprit brièvement le mannequinat. Marilyn était consciente que jouer le jeu hollywoodien était le seul moyen de réussir. Utilisant sa beauté et son charme pour ouvrir des portes, elle a commencé à entretenir des relations avec des personnalités influentes du secteur. Même si elle n'en était pas fière, elle considérait cela comme un mal nécessaire. Lee Strasberg, un professeur de théâtre bien connu qui avait travaillé avec James Dean et Marlon Brando, a compris le potentiel de Marilyn. Il a pris Marilyn sous son aile après avoir vu quelque chose d'unique chez elle. Strasberg a aidé Marilyn à développer ses capacités d'actrice. Mais le chemin n'était pas simple. En raison de l'approche rigoureuse et émotionnellement éprouvante de Strasberg, Marilyn a été forcée de faire face à ses pires angoisses et insécurités. Bien que ses critiques sévères la faisaient de souvent se sentir encore plus exposée et mal à l'aise, il est finalement devenu une figure paternelle pour elle. L'une des méthodes de Strasberg consistait à faire revivre à Marilyn des souvenirs douloureux, comme la fois où elle a failli s'étouffer avec un oreiller. Cette approche a eu un impact négatif important sur sa santé mentale, même si elle a été quelque peu réussie. Le réalisateur Elia Kazan, qui fut autrefois le petit ami de Marilyn, a reconnu par la suite que Strasberg profitait des faiblesses de ses élèves, en particulier de ceux qui étaient les plus impressionnables et peu sûrs d'eux. Sa victime idéale était Marilyn, avec son histoire tumultueuse et son intense besoin d'amour et d'acceptation. L'ancienne tutrice de Marilyn, Natasha Littess, a été écartée lorsque sa carrière a prospéré sous la tutelle de Strasberg. Marilyn a même informé Littess qu'elle n'avait plus besoin de ses services dans un télégramme. Beaucoup se sont demandé ce qui s'était passé entre les deux dames après avoir vu cette action insensible et inhumaine. Entre-temps, la 20th Century Fox a reconnu que Marilyn était sous-évaluée. Il voulait qu'elle revienne parce qu'il ne pouvait pas nier son pouvoir de star. Finalement, ils ont cédé à ses demandes d'un meilleur contrat, lui donnant un revenu important et l'autonomie pour choisir ses propres projets et partenaires. Cependant, comme pour Strasberg, les craintes de Marilyn revinrent et elle devint trop dépendante du jugement de Miller. Miller lui a permis de se sentir aimée et protégée, mais en raison de la surveillance du FBI et de son affiliation communiste présumée, leur lien a été remis en question.
Marilyn a refusé de rompre avec Fox, affirmant que les dirigeants du studio étaient assez des lâches-nez. En faisant connaître leurs fiançailles aux médias sans même demander à Marilyn de l'épouser au préalable, Miller a profité de sa notoriété. Néanmoins, ils se sont mariés en 1956. Un magazine de mariage Variety intitulé Egghead Weds Hourglass, malgré des débuts difficiles. Pendant sa lune de miel à Londres, Marilyn a travaillé sur la production de sa propre compagnie, Le Prince et la Showgirl, dirigée par Laurence Olivier. Travailler avec un acteur aussi connu l'a enthousiasmé, mais la rencontre a été un échec total. Monroe et Olivier se disputaient fréquemment, Olivier la traitant comme un objet sexuel et rejetant ses opinions. Marilyn a par la suite révélé à quel point elle était terriblement offensée par l'attitude condescendante d'Olivier. « Sois sexy, Marilyn », la pressa-t-il, ce qu'elle trouva offensant. Elle a répondu en étant indisciplinée et en retard, ce qui a rendu le tournage stressant. Miller affirme qu'Olivier cherchait à surpasser Marilyn parce qu'il enviait son pouvoir de célébrité. Le tableau a souffert du conflit entre les idées créatives et les égos. Malgré les difficultés, l'étoile de Marilyn était restée brillante. Les années 1950 voient la carrière de Marilyn décoller, ce qui lui vaut un nouveau contrat avec la 20th Century Fox et le rôle principal de Bus Stop. Son premier rôle sérieux a démontré qu'elle était plus qu'un simple visage magnifique et lui a valu une nomination au Golden Globe. Cependant, Marilyn a eu du mal à concilier ses problèmes personnels avec sa personnalité publique, car la popularité s'accompagnait de pression. Marilyn est tombée amoureuse du talentueux écrivain Arthur Miller lors de son divorce avec DiMaggio, qui semblait entrevoir la vraie Marilyn. Cependant, ce partenariat présentait également son lot de difficultés. Miller était sous la surveillance du FBI en raison de ses prétendues affiliations communistes et Fox a poussé Marilyn à mettre fin à leur relation. Défendant son amour avec défi, elle a refusé, accusant les responsables du studio d'être des lâches-nez. Néanmoins, des centaines d'admirateurs se sont rassemblés à l'extérieur du cimetière pour honorer et dire adieu à leur idole. DiMaggio envoya 3 fleurs rouges sur sa tombe chaque semaine pendant les 20 années suivantes, une déclaration subtile de son amour inébranlable pour elle. Marilyn a surpris le monde lorsqu'elle est décédée à l'âge de 36 ans. Au fil des années, sa réputation d'icône du sexe et d'actrice talentueuse n'a fait que se renforcer. Sa photo peut être vue sur de nombreuses affiches, publicités et œuvres d'art, démontrant son statut continu d'icône culturelle. Cependant, comment Marilyn maintient-elle son attrait au fil des années? Elle est peut-être décédée au plus fort de sa popularité et de sa beauté, laissant une impression durable en tant que représentation de l'apogée d'Hollywood. Nous ne l'avons jamais vue vieillir ni perdre son charme. Sa photo est toujours un rappel intemporel d'une période du passé où il y avait beaucoup d'intrigues, de glamour et un potentiel illimité. La vie de Marilyn était une tapisserie complexe de sensibilité, de génie et de beauté. Malgré son besoin d'acceptation et d'affection, elle se retrouvait souvent exploitée et contrôlée par les autres autour d'elle. Malgré les difficultés et les déceptions, elle a persévéré et a laissé un héritage qui continue de fasciner et d'inspirer le public du monde entier. Dans sa vie personnelle, elle n'a peut-être pas trouvé l'amour qu'elle recherchait, mais elle a finalement gagné l'affection et le respect de millions de personnes qui se souviendront toujours d'elle comme de l'unique Marilyn.